Alors, pour essayer d'organiser un petit peu le débat, parce que ça va être, c'est bien sûr très riche et on peut passer beaucoup de temps là-dessus, on va peut-être commencer par un premier thème qui est celui de la proposition faite sur les institutions et sur les modifications proposées dans le domaine des institutions, et puis dans une deuxième partie sur les éléments financement. Alors bien évidemment, tous les intervenants qui ont présenté tout à l'heure ces thèmes sont les bienvenus dans la discussion pour organiser un petit peu le débat. Alors, premier élément, peut-être demander, Marianne Monchamp, quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle organisation proposée, donc cette gouvernance unifiée, où donc vous allez vous retrouver au sein de l'URCAS, Merci. de l'ONCAS, les deux. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, cher Frédéric Bizard, pour cette invitation. Je suis évidemment très, très heureuse de pouvoir participer à ces échanges et à cette table ronde. Et merci aussi d'avoir positionné si bien la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans l'architecture générale du truc, parce que du coup, j'ai le sentiment d'une forme de promotion qui d'ailleurs est tout à fait méritée par l'institution dont j'ai l'honneur de présider le Conseil. Plus sérieusement, je pense que, pour reprendre le mot de Jean Monnet, nous ne pouvons manquer d'investir sérieusement, profondément dans la construction institutionnelle. Il n'y a là aucun tabou. Les institutions sont là pour s'adapter, elles sont là pour évoluer et elles sont là pour prendre en compte les enjeux sociétaux, sociaux, économiques, enfin bref, les enjeux contemporains. Et dès lors qu'on se place sur le terrain des enjeux contemporains, mais pardon de paraphraser ce qui a été si bien dit précédemment, on est obligé tout de même d'observer un paysage qui, même s'il garde quelques constantes et même si dans le cœur de nos concitoyens il appelle des éléments de principe comment dirais-je, fondateurs qu'ils cherchent toujours à retrouver dans les discours politiques pour se rassurer sur le sens de l'histoire. Malgré tout cela, disais-je, les grands fondamentaux à partir desquels on peut imaginer construire, organiser, réformer, adapter les réponses en santé dans le sens le plus large du terme, appellent donc une prise de conscience extrêmement forte. Je le dis souvent dans mes propos en ce moment, alors même que nous nous intéressons au réchauffement climatique, un autre phénomène de même ampleur qui est celui du vieillissement de la population est en train d'affecter l'ensemble de nos équilibres sociétaux, socio-économiques, sanitaires, que sais-je encore, et il peut nous arriver de penser que nous regardons ailleurs, au fond. Nous observons bien le fait du vieillissement, nous observons bien la prévalence des pathologies chroniques, mais sommes-nous vraiment certains que dans notre manière d'aborder ces sujets sur le plan institutionnel, nous les adressons de manière suffisamment caractérisée au point d'arriver à définir le cahier des charges de ce qu'on pourrait appeler par convention le système d'après? Le cahier des charges, c'est effectivement de satisfaire aux fondamentaux, aux grands principes des pères fondateurs, personne n'oserait dire le contraire, mais au-delà de cela, c'est d'orienter notre modèle vers, je dirais, des principes qui viennent s'ajouter, pour paraphraser là encore ce qui a été dit, des principes supplémentaires, des principes additionnels. Le premier d'entre eux, c'est la personnalisation qu'attendent nos concitoyens dans les réponses en santé, encore une fois au sens le plus large du terme. Et cette dimension de la personnalisation bouleverse totalement le cahier des charges de nos institutions. Aujourd'hui, elles ne sont pas fabriquées pour cela. Et dès qu'on a utilisé ce terme de personnalisation, évidemment, le corollaire, c'est de lutter contre les individualismes, de repenser la solidarité dans un cadre personnaliste, mais c'est évidemment également d'imaginer, au fond, comment articuler cette dimension personnaliste du système à venir avec toute la dimension de la contingence nécessaire de ce système. Plus une personne j'allais dire, rigoureuse intellectuellement, pardon d'être un peu violente, mais ne peut affirmer que le système peut fonctionner dans une acception descendante, normative et centralisée.
les contingences territoriales, les réalités locales et même parfois infraterritoriales pèsent terriblement sur le modèle, au point qu'aujourd'hui ce modèle se fissure, se craquelle et qu'il finit par générer un prodigieux coût de non-qualité et une forme de doute collectif que nos concitoyens partagent. Donc ça, c'est votre constat. Mais c'est un constat que tout le monde partage. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Ce qui m'amène à dire que la question de l'évolution des institutions n'est pas une option. C'est emporté par le constat. Je veux dire, et il n'y a donc aucun, aucun tabou à oser, à risquer, au fond, une épure institutionnelle qui soit suffisamment différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, dans cette réflexion, plusieurs pistes ont été évoquées, plusieurs éléments de principe ont été pointés. Moi je voudrais, peut-être en parlant de là où je parle, c'est-à-dire de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a pour vocation de contribuer au pilotage des politiques pour l'autonomie, montrer qu'une dimension absolument incontournable dans les organisations institutionnelles est celle de la transversalité, qui, autour de la personne, pour la personne et avec la personne, démocratie sanitaire, démocratie en santé, oblige, doit être capable d'apporter une réponse à 360 degrés à la personne, quel que soit le lieu où elle vit et quelle que soit sa situation. En ce sens, on voit bien émerger le besoin de fonctions que moi je qualifie dans mon jargon d'agentielles, dont la vocation est de faire le lien entre un échelon central dont la finalité est de définir les grands axes, les grandes orientations d'une politique en santé publique, et un échelon qui est sans doute un échelon, celui de la contingence, un échelon territorial, qui a pour charge et pour responsabilité de la mettre en œuvre. Et cette fonction agentielle, qui au fond renvoie à une forme de modernisation de l'action publique, doit être portée par des organisations et des institutions nouvelles, émergentes, capables de dialoguer entre elles. À titre d'illustration, aujourd'hui, pour accompagner la situation des personnes qui sont frappées de pathologies chroniques ou qui sont en situation de vieillissement, nous savons tous que la réponse doit être une réponse en santé, entendez au sens classique, en soins apportés à la personne pour traiter de pathologies dont elle peut souffrir, mais également une stratégie d'accompagnement qui lui permet de rester autonome, de rester maître de son destin là où elle vit, une stratégie en logement, parce que nous savons bien qu'une partie de nos réponses en santé publique ne sont pas opératoires et ne peuvent pas le devenir si une politique du logement n'est pas associée à cette politique de santé. Et pour finir, nous avons un très fort enjeu de rupture de l'isolement, de prévention des risques sociaux associés à ces politiques. Tout cela pour dire que dans le modèle qui vous a été présenté, et que je réinterprète à ma façon, puisque la CNSA y était pointée au fond comme une institution, somme toute assez récente et utile, cette dimension-là de la fonction agentielle, capable de dialoguer avec d'autres fonctions agentielles et capable sans doute d'interpeller de nouvelles fonctions agentielles territoriales, me semble être un point absolument central. Si on se disait qu'en une minute, vous résumez tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous diriez quoi ? Modernisation de l'État. Parce que j'ai pas tout suivi pour ne rien vous cacher, c'est pour ça que je fais ça, parce que comme je suis inculte. Mais si en une minute vous me disiez la synthèse. C'est désagréable. Non, pour moi, c'est pour moi. Si en une minute vous deviez résumer ce que vous venez de dire, c'est votre synthèse de tout cela. Nous avons besoin, dans notre paysage institutionnel, de consacrer des institutions dont la mission est une mission agentielle. Qu'est-ce qu'une mission agentielle ? C'est de réunir les parties prenantes, de garantir que par l'assemblage de leurs contributions, des réponses personnalisées sur les territoires sont possibles. C'est cela. Et c'est ce chaînon, c'est ce maillon qu'il nous faut promouvoir dans le système cible. Très bien, on va revenir tout à l'heure dans... Pardon ? Bienvenue à la santé. Voilà, exactement. En fin de compte, c'était une synthèse de la chose. Jean-Marc Aubert. Toutes ces institutions multiples, diverses et variées, est-ce qu'on peut en faire mieux ? Est-ce qu'on peut les optimiser ? Alors, d'abord, j'aimerais revenir en une minute sur la présentation initiale, la transformation qu'il y a actuellement dans le système, finalement, dans le type de problème de la santé,
passer de la médecine aiguë à une médecine plus autour des patients chroniques et de se poser la question du bien-être. Enfin, cette transformation fondamentale qui a été présentée, si vous voulez, je pense que l'erreur... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit d'ailleurs dans cette introduction, et je pense qu'elle est fondamentale pour l'évolution de notre système de santé, mais hélas pour nous, je pense que la transformation est tellement plus profonde qu'uniquement dans le système de santé qu'il y a un problème très complexe pour les institutions politiques et les démocraties dans lesquelles nous vivons, et d'ailleurs les autres régimes aussi, c'est finalement qu'est-ce qu'on priorise dans l'adaptation de nos sociétés à la transformation qu'on a actuellement, qui a été décrite par beaucoup plus d'auteurs que moi et bien meilleurs, et donc qui est une transformation totale de nos modes de production, de nos modes de connaissance probablement, et bien au-delà, et donc qui nécessite de prioriser. Et peut-être parfois le système de santé n'est pas là où il y a la priorité, alors même que c'est normal que nous, acteurs de ce système de santé, qu'est-ce que soit la place où nous sommes, espérions que, entre guillemets, la priorité soit donnée à notre système de santé. Alors, on peut aussi parfois se dire, oui, mais peut-être que finalement, ils n'ont pas fait le reste, donc ils auraient pu faire au moins la santé. On peut toujours se le dire comme cela, mais je veux dire, la question, c'est est-ce que la priorité peut être que sur la santé, sachant que probablement toutes nos institutions sont probablement à revisiter. C'est un point qui, moi, m'intéressait à souligner. La deuxième chose, c'est, dès lors que je suis quand même relativement d'accord avec la transformation, la question, c'est finalement quel modèle institutionnel. Donc, finalement, celui que vous proposez, c'est un retour aux sources de notre modèle, avec, bien sûr, une transformation pour prendre ça en compte un certain nombre de choses, et notamment le médico-social, mais pas uniquement. Mais c'est finalement, on va espérer, en tout cas sur une partie du modèle, le financement et la gestion, revenir un peu à l'idée initiale, sans qu'on ait totalement réglé le problème pourquoi on en est allé vers une gestion beaucoup plus étatique, avec pour moi deux sujets principaux. Le fait qu'il y ait la moitié de l'offre qui est une offre publique, qui a posé quand même un questionnement important, et un autre problème complexe, qui est la perte de substance de la démographie sanitaire, qui n'est pas liée à la loi de 95, qui est liée simplement au fait que le nombre de militants dans les syndicats est passé a beaucoup diminué dans les 70 dernières années, qui est lié d'ailleurs au fait que la transformation profonde de nos sociétés. Donc on peut espérer un jour remettre des syndicats ou des associations de patients qui ont une capacité de mobilisation sociale comme c'était à l'époque de la grande industrialisation. C'était d'ailleurs beaucoup dans certains mondes très peu hétérogènes, qui était l'industrie d'un côté, la paysannerie de l'autre. Déjà dans les services, à cette époque, le développement de services très différents et de populations beaucoup plus hétérogènes faisait que, manque de peau, le taux de syndicalisation était beaucoup plus faible. Il était très fort dans les métiers très standardisés, très faible dans les métiers moins standardisés. Nous allons vers des métiers moins standardisés. Je ne crois pas du tout à la capacité de recréer une démocratie sanitaire, une démocratie sociale et sanitaire comme elle existait à la sortie de la guerre pour la démocratie sociale. Et donc, je dis juste, voilà, vous proposez ce modèle. Il y aurait un autre modèle qui a été discuté par d'autres, qui est de savoir est-ce que c'est une agence de santé. Alors vous allez me dire, ça ressemble au NHS. Oui, enfin ça peut ressembler aussi au système suédois, avec une solution très différente. Le NHS, il est par nature, le NHS en Angleterre, il est par nature construit comme les ministères anglais, ça veut dire avec un chef du ministère. Et le chef du ministère, c'est le patron du NHS, mais dans le ministère des Finances, vous avez un chef du ministère des Finances qu'on n'a pas dans nos ministères, puisque nous, c'est des directions qui se battent en duel. Il y a le système suédois, qui est basé sur une agence nationale de santé qui ressemble plus à votre proposition, mais entre guillemets, où peut-être, même s'il faut bien sûr une réflexion sur comment intégrer la démocratie, le côté démocratie sociale
de 1945 est probablement moins présente parce que la Suède, comme la France, a vu ce sujet évoluer. Donc, je veux dire, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, cette réforme institutionnelle que vous appelez de vos voeux, elle est utile parce que effectivement nos institutions sont assez morcelées, ça c'est la réalité en France, et que simplifier et unifier et me paraît toujours positif. À ce stade, je pense qu'il y a un sujet qui est le maintien d'un secrétaire d'État à la santé publique face à une institution qui finance, je ne suis pas sûr, c'est très français d'avoir des systèmes quand même pas totalement unifiés, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais bon, en tout cas je l'interroge. Après, et je vais assez vite conclure maintenant, il y a le niveau territorial où je suis nettement moins fasciné par vos propositions, parce que l'exemple international montre que les exemples internationaux montrent que ce qui est important, c'est pas de gérer la santé au niveau régional. Voilà. C'est un niveau beaucoup trop grand. Alors dans les grandes régions françaises actuelles, beaucoup trop grand. La vraie question, c'est comment on gère la santé au niveau territorial. Et il y a des systèmes de santé qui ont abandonné le niveau régional complètement pour passer directement d'un niveau national à un niveau territorial. C'est une vraie question. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a plein de sujets, il y a des sujets de gouvernance, il y a plein de sujets. C'est très compliqué. En plus, on a un pays qui est assez allergique à l'inégalité territoriale, attention. Hein, on est allergique à l'inégalité de principe, pas de fait. Hein, et que dans un système, plus vous le territorialisez, plus vous donnez du poids au territoire par rapport au niveau national, vous avez des inégalités de principe, ce qui ne crée pas forcément de l'inégalité de fait. Mais bien évidemment, vous n'allez pas avoir la même manière de gérer un territoire par rapport à un autre. Vous allez avoir, y compris dans des systèmes qui restent très nationaux comme l'Angleterre, vous allez avoir des services qui sont pris en compte dans certains territoires et pas dans d'autres. Et pourtant, c'est pas sûr que l'inégalité finale des personnes devant leur santé soit moins bonne, parce que sinon, on devrait, vu nous, notre attachement à l'égalité de principe, on pourrait se demander pourquoi on arrive à une inégalité en santé aussi extraordinaire, qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs de l'inégalité en éducation. C'est pas lié uniquement au système de santé, c'est lié à la manière dont nous comprenons notre système. Nous sommes très favorables à l'égalité, mais nous nous intéressons très peu à l'égalité réelle. C'est un intérêt, c'est très intéressant c'est dans notre culture, et ça c'est un point important. Ça veut dire que je pense que notre sujet. Donc il y a ce côté territorialisation qui me paraît fondamental. Et puis, juste pour refroidir un peu l'atmosphère, parce que finalement tout le monde dit c'est super, on a besoin d'une réforme institutionnelle. J'ai même entendu Frédéric, mais comme j'en ai déjà discuté avec lui, dire elle devrait être première. Hein, eh bien, je n'y crois pas. Non pas que je ne pense pas qu'il ne faille pas que les institutions bougent, et ça c'est très important. Je ne suis pas forcément pour maintenir les 20 agences, alors il y en a un peu moins, mais elles diminuent peut-être pas assez vite. Je ne suis pas pour dire qu'il faut forcément avoir un système bicéphale, tricéphale ou autre. La réalité, quand on regarde l'international, c'est que vous avez des pays où il y a eu beaucoup de réformes institutionnelles, où le système n'a pas changé. Vous avez des pays où il n'y a jamais eu beaucoup de réformes institutionnelles. Le NHS, il a fonctionné comme le NHS. Vous avez eu juste des réformes institutionnelles au niveau régional et local. Vous n'avez pas eu beaucoup de réformes institutionnelles au niveau national. Et vous avez eu des réformes d'organisation de santé totalement incroyables, allant très loin d'ailleurs sur ce qui était demandé. Le médecin, la médecine de premier recours, plus le médecin d'ailleurs de premier recours, la médecine de premier recours, l'équipe de soins de premier recours comme patron du système de santé. Et pourtant, vous n'avez pas eu de réforme institutionnelle. Alors peut-être qu'ils avaient, à la sortie de la guerre, inventé avec le NHS l'institution parfaite, mais elle est quand même assez loin de notre construction. Dans ce cas-là, il faut immédiatement prendre le NHS. Je ne suis pas sûr, parce que la légitimité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a plein de pays où vous avez une régulation unique du médico-social, de l'hôpital et de la ville, y compris d'ailleurs en Angleterre, où malgré tout on a créé le médecin de premier recours comme au centre du système. Si vous voulez, vous avez plein de pays dans lesquels
le silo du soin entre médico-social, hôpital et ville existe quand même. Et d'ailleurs, si vous lisez les auteurs de ces pays-là, est dénoncé massivement en disant qu'il y a un vrai problème. Alors est-ce qu'il faut recréer des agences différentes pour ensuite créer des liens entre les autres, et ça change, et là le balancier bouge. Pourquoi je dis ça? C'est que bien sûr je ne suis pas contre l'idée qu'il faut bouger les institutions, et même je suis moi-même travaillant au ministère de la Santé, je sais ce que c'est que la multiplicité et la difficulté d'alignement stratégique de toutes les institutions de l'État aujourd'hui, qui est très difficile à obtenir. Autant excusez-moi de cet avertissement, nous aimons beaucoup en France, je l'avais comme ça, se poser des institutions. On est même le pays où on réfléchit maintenant à la 6e République, la 5e, la 4e. Vous savez combien on a eu de républiques, donc on en a 5, peut-être un jour 6e, mais il y a même un président qui vient d'écrire un livre sur le sujet, où il faut tout changer, revenir à un régime présidentiel, etc. Il y a des pays qui ont vécu les 200 ans comme ça, sans changer de république. Il y a même l'Angleterre, qui n'a jamais eu de constitution, qui a changé de la royauté au parlementarisme. C'est juste une série d'évolutions limitées des institutions qui ont atteint. Eh bien, pourquoi je dis ça? C'est que je ne suis pas contre qu'on discute des institutions, mais je pense qu'on se trompe beaucoup en France de considérer que ces institutions sont toujours primaires et qu'on n'arrivera à bouger notre système qu'en changeant les institutions, même si ça peut être utile de changer les institutions. Merci. Merci. Alors, continuons un petit tour de table, parce qu'en fin de compte, on a quand même un temps relativement limité. Régis Sénégout, quelles sont vos réactions par rapport à toute cette nouvelle organisation proposée? Vous m'entendez? Oui. Alors, du coup, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des institutions vues sous cet angle-là. Donc, je suis modestement un technicien qui essaie de faire avancer les choses. Si je devais dire quelque chose, moi, les institutions, j'essaie pas de les changer. J'essaie de voir comment je peux travailler dans ce contexte-là et finalement d'apporter quelque chose de manière très concrète au quotidien, au niveau de chacun des patients. Après, des personnes, puisque je pense que patient est un peu réducteur dans le monde de la santé. Après, si j'avais une envie, je dirais, on évoquait tout à l'heure des éléments systémiques, moi ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse donner aux institutions existantes les moyens de piloter globalement le système et de se coordonner pour piloter le système. Donc je pense qu'on a un système de santé qui est complexe, qui est très difficile à piloter au quotidien et globalement on ne déploie pas les moyens nécessaires et on n'investit pas dans les moyens nécessaires pour le comprendre dans son fonctionnement quotidien. On a des visions macroéconomiques qui sont assez loin finalement dans un certain nombre de cas de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et on est très loin tout le temps de la personne. Et on ne donne pas à la personne les moyens de piloter correctement. L'évolution de sa santé au sein du système de santé. Donc je suis assez, je partage un certain nombre d'analyses, disant c'est beaucoup trop complexe. Je partage aussi l'analyse de dire, mais je ne vois pas comment à court terme on va le faire évoluer. Et en tous les cas, moyennant un grand soir qui me semble très très hypothétique. Par contre, je suis à la recherche et je suis prêt à travailler sur des sujets pour dire, mais comment mieux je fais travailler tout ce petit monde et comment mieux j'utilise les 280 milliards, excusez du peu, pour soigner les gens en améliorant le quotidien des personnes. Moi, je suis plutôt dans cet axe-là. Alors on passe directement, c'est ce qu'on appelle un siège vide. Monsieur Gastiel, vos remarques, parce que comme... Oui. Allons-y, continuons de tour de table. Bon, mon sentiment, c'est que le système de santé et son avenir ne fait plus vraiment débat depuis de nombreuses années en France. J'ai un peu ce sentiment. Qui se souvient du rapport Soubi de la fin des années 90, qui avait comme ambition Santé 2010 ? Nous sommes près de 10 ans après la date butoir de la mise en place des propositions du rapport Soubi. 10 ans après, rien n'a bougé. On est toujours au même point. Bon, le débat s'est porté un peu ailleurs aujourd'hui. Le débat s'est porté sur l'environnement, sur des questions plus d'économie d'énergie, etc.
Bon, le débat s'est déplacé, comme si d'ailleurs ne pas traiter, de traiter de l'environnement nous empêchait de traiter de la santé, comme si ces deux domaines étaient complètement dissociés. Bon, c'est un aparté. Alors, le constat, il est quand même alarmant. On a effectivement aujourd'hui plus de 2,5 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voilà. Et la réponse, elle est pour moi finalement très simple, et donc je me suis retrouvé dans ce que j'ai entendu depuis le début de cet après-midi, puisque j'avais proposé la création des territoires de santé il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, je ne le découvre pas aujourd'hui. Et la question que je pose, plutôt au-delà du territoire de santé, donc ça je suis convaincu qu'il faut créer des territoires de santé, c'est une évidence pour moi. Et la question que je pose, c'est pourquoi créer des territoires de santé? Ça, c'est une question, à mon avis, plus pertinente et plus intéressante que celle du fait de construire un territoire de santé. Que nous a proposé le politique par rapport au territoire? Ça, c'est quand même fantastique. On est passé de 22 régions à 13 régions. Cherchez l'erreur. Le territoire de santé ne peut pas être régional. C'est une évidence, encore moins aujourd'hui avec 13 régions. Le territoire de santé ne peut pas être départemental. Qui peut imaginer que sur tous les départements, on puisse avoir les mêmes besoins? Et voilà, j'ai donné le mot, le territoire de santé ne peut aujourd'hui exister que parce qu'il y a des besoins différents sur un même territoire. Donc il faut arriver à construire un territoire de santé, me semble-t-il, qui soit suffisamment fin pour embrasser des prises en charge relativement, je dis bien relativement parce que c'est complexe, homogènes, de façon à apporter une réponse adaptée à ces populations sur un territoire donné de santé. Ce qui veut dire évidemment que le financement de ces territoires ne peut se faire qu'en fonction des besoins des populations présentes sur ce territoire. Et rien n'impose que le financement soit identique d'un territoire à l'autre, parce que rien ne dit que sur deux territoires même contigus, il y ait la préexistence des mêmes besoins. Donc fondamentalement, il faut arriver à construire, me semble-t-il, une approche par les besoins. Et c'est vraiment l'élément fondamental qui permettra d'allouer effectivement les ressources, donc en fonction des besoins des personnes présentes sur ce territoire. Et cette notion de territoire et de besoin prend tout à fait son sens à partir du moment où on envisage non pas la santé dans sa dimension médicale, mais la santé dans sa dimension aussi sociale, y compris environnementale. Donc il ne s'agit pas de laisser l'environnement de côté, il s'agit effectivement de construire une réponse adaptée en fonction des besoins, mais des besoins médicaux, sociaux, etc., etc. La liste peut être presque infinie, puisque, à la limite, toute activité de l'homme concourt à l'amélioration du bien-être de l'individu. Alors il ne s'agit pas non plus de répondre à tous les besoins de la population. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les demandes en termes de bien-être, mais de se fixer effectivement aussi une liste peut-être, une approche, une typologie peut-être, je ne sais pas, à réfléchir, qui permettrait effectivement de déterminer les priorités sur un territoire de santé, priorité en termes bien sûr de besoins. Le handicap, le vieillissement en fait partie, donc je vous rejoins tout à fait, puisque sur un territoire vieillissant, bien on aura des besoins de prise en charge du handicap, de la dépendance, même plus exactement, plus que du handicap, la dépendance. Ça c'est un vrai problème aussi, c'est un vrai problème, un véritable enjeu de notre système de santé, me semble-t-il, face au vieillissement de la population, et donc aussi répondre à ce que j'appellerais, moi, plus largement, le handicap social. Vieux terme des années 70 que j'ai eu envie de remettre un peu au goût du jour dans mes travaux. Et je retravaille beaucoup sur cette question de handicap social qui me semble fondamentale pour déterminer les besoins de la population, bien entendu, j'insiste, sur un territoire donné. Merci. Merci. Alors avant de parler du financement, est-ce que dans nos intervenants, vous voulez interpeller un petit peu ou dialoguer avec la table? Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Un petit micro, voilà. Et après, on attaque la partie financement unique. Payeur unique. Deux mots sur ce qui a été dit par rapport à Jean-Marc Aubert. D'abord, il faut
vous avez le temps de rester à la prochaine présentation, puisque cette territorialisation, peut-être à tort dans notre organisation, mais elle est prévue dans la présentation avec la ville. Donc on structure les territoires, des vrais territoires de santé. On va bien plus loin que ce que le ministère essaie de faire aujourd'hui par l'approche des CPTS, qui sont des projets, des organisations par projet. Nous, on pense qu'il faut graver dans le marbre, en effet, les territoires de santé, et exactement ce qui vient d'être dit, partir des besoins. Donc ça, c'est la prochaine présentation. Mais je vous avais dit que le principal obstacle, et donc c'est confirmé quand j'entends, pourtant qui est un haut fonctionnaire éclairé, ouvert, et qui a été dans le privé, Jean-Marc Aubert, c'est que à la fois, elles ont été profondément transformées, ces institutions. On ne peut pas dire que l'organisation du système de santé est la même chose aujourd'hui qu'il était en 20 ans. Donc l'État s'est amusé des institutions en fonction de là où il a voulu aller, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans le contrôle, je dirais, technocratique, bureaucratique du système, qui est quand même, vu des professionnels de santé, un résultat qui pèse très lourdement dans leur motivation et dans leur performance. Ça sera l'objet de la deuxième table ronde. Donc quand l'État veut transformer les institutions, il le fait, mais souvent, en tout cas ces 20 dernières années, à son profit en matière de contrôle. Donc j'entends que quand il faut revenir un peu en arrière, et c'est la chose, la haute fonction publique y est moins réticente, c'est tout à fait naturel. Dernier point, démocratie sociale et sanitaire. Oui, c'est clair que c'est pas par les syndicats. On a bien conscience que les syndicats, et pourtant ont probablement encore vocation à exister, on le voit avec les Gilets jaunes, mais je suis d'accord qu'on ne rebâtira pas une démocratie sociale et sanitaire à la 45. Nous, on propose d'utiliser les outils existants. En revanche, on ne peut pas aussi mettre un système avec le citoyen au cœur du système. Je crois que ça, c'est assez partagé, notamment parce que les pathologies chroniques impliquent une activation des capacités individuelles de chacun, et ne pas le mettre dans la gouvernance. Mais ça, c'est une discussion que l'on fait. Comment est-ce qu'on le fait ? On a fait des propositions, mais je vous rejoins que ça, c'est extrêmement complexe. Mais enfin, soyons imaginatifs et faisons de l'innovation sociale. On devra en être capable dans notre pays. Alors, deuxième thème pour la table ronde, c'était cette notion de payeur unique. Qui démarre ? Ah, bon, alors, je vais démarrer. Bon, juste pour l'anecdote, je vais bientôt ne plus appartenir à la haute fonction publique, et je ne pense pas que le problème soit la défense de la haute fonction publique. Je pense que le problème, c'est la non-mixité des compétences. C'était pour ça, d'ailleurs, que je n'en ai pas parlé, que je suis totalement contre la haute école de santé publique, ou toute idée de faire que tous les fonctionnaires dans la santé passent par la même école. Je pense que c'est le problème que nous avons dans la haute fonction publique actuelle en France. Nous avons peu de biologistes, nous avons encore moins d'artistes qui dirigent des administrations, et nous n'avons encore pas du tout de littéraires, d'écrivains ou autres. À l'époque, on pouvait être, on peut encore l'être uniquement dans la diplomatie. Donc si on imagine qu'un écrivain peut être un ambassadeur, on pourrait imaginer qu'un biologiste puisse diriger la direction que je dirige. Et le manque de mélange de compétences est criant. Il est lié à deux choses, je pense, qui est les statuts de la fonction publique, les corps, tout ça. On est nommé... si vous voulez, l'ENA n'est pas une mauvaise école, contrairement à quelquefois les gens disent il faut supprimer l'ENA. Est-ce que c'est parce que l'ENA est une mauvaise école ou pas ? C'est pas le sujet. Il faut supprimer probablement non pas l'ENA, mais le fait que tous les fonctionnaires passent un moment dans le même moule, qui est un choix très français comme sujet. Il y a quelques pays qui copient la France, mais c'est pas un choix international. En tout cas, moi j'ai travaillé dans plein d'entreprises internationales et j'ai rencontré plein de fonctionnaires du monde entier. Il y en a quand même peu où on a un concours quand on est jeune, et et c'est dommage. Je trouve ça tellement dommage. Si le numérique est peu utilisé actuellement en France, c'est pas parce que on est plus stupide, c'est que le nombre de personnes qui savent ce que c'est que du numérique, qui ont une culture numérique dans le niveau N-1, -2, -3, -4 des responsables de la puissance dans la santé, par exemple, est assez faible en fait. Il est très très faible. Voilà. Donc on essaye de bouger. On a embauché Dominique Pont, un ancien informaticien, pour faire la feuille de route numérique.
mais c'est pas un seul homme, hélas, qui va bouger le système. Voilà, donc je pense, je crois pas qu'il y ait la haute fonction publique qui cherche à garder le pouvoir. Je pense qu'il y a un problème de mélange des compétences, ça c'est très clair. Et après, effectivement, il y a des problèmes d'institutions qui se battent les unes et les autres entre elles. Dès qu'on crée deux institutions, la première chose qu'ils fassent, mais pas qu'en France, c'est qu'elles se battent entre elles. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très pour le secrétaire d'État à la santé publique qui finira par se battre avec l'Union. Voilà, et que j'espère qu'on arrivera à des choses encore. Je vous interromps 2 minutes. Sénégo voulait réagir sur ce que vous venez de dire. Non, moi je voulais réagir par rapport à la question initiale qui était sur le. Voilà, on va y revenir si on peut. Dans le financement, juste pour dire, on a effectivement un objet assez solitaire, assez exceptionnel en France, qui est la superposition de l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Je pense que c'est le seul pays qui existe, donc par nature, on doit se poser, quand on est vraiment le seul, parce qu'on n'est pas le seul à avoir des problèmes institutionnels, on n'est pas le seul à avoir, mais sur le financement dans la santé, on est le seul. Il est lié à deux choses, il est lié à quand même l'idée qu'il y a une sécurité sociale unifiée entre la retraite, etc. Donc il y a quand même des idées de règles. Pourquoi on a des problèmes sur certains sujets, c'est parce qu'on a des principes. Donc chaque système a ses principes, le système de la sécurité sociale a ses principes, et puis vous arrivez, et donc comme en retraite, vous avez la retraite de base et la retraite complémentaire, l'assurance maladie, vous avez l'assurance maladie et l'assurance complémentaire, ça ne choque pas les gens parce qu'ils se disent que c'est une copie. L'erreur, c'est qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de sens à avoir des principes communs, à part les grands principes de solidarité et autres, mais je ne vais pas revenir dessus, mais il y a plus grand principe dans la gestion d'un système de retraite par rapport à un système de santé, mais par rapport à un système du chômage. On devrait avoir compris ça en 70 ans. Au départ, c'est normal, on a tout construit pareil. Il n'y a plus beaucoup de pays, là, par contre, qui ont tout pareil. Ça, c'est aussi... donc, pourquoi je dis ça? C'est que le financement, effectivement, on a un système de base, un système complémentaire. Je suis, en tant qu'économiste, beaucoup plus proche de l'idée de système proposé, qui est un système qui je ne suis pas le seul à l'avoir dit, vous n'êtes pas les seuls, Didier Tabuteau, ce qui montre d'ailleurs des personnes qui ont des pensées très différentes sur le système de santé, ont tous dit que ce sujet-là était un sujet compliqué et qu'il faudrait peut-être revenir dessus. La seule difficulté, parce que je pense que en fait tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet, la principale difficulté aujourd'hui, sauf si, effectivement, on arrivait à une telle crise qu'on serait prêt à changer certaines règles d'orthodoxie, c'est comment on fait pour couper de manière... donc là, on va dire qu'on s'est empilé horizontalement, comment on fait pour passer à l'horizontale, qui n'est pas... Voilà, c'est qu'un problème technique, vous allez me dire, enfin, c'est pas un problème totalement simple de dire quelles sont les prestations qui sont prises que par... l'assurance complémentaire, parce qu'une chose qui est très claire, qui existe dans certains pays, comme l'optique, mais qui pose par ailleurs des problèmes, parce que c'est pas, hélas, un risque... Je vais vous arrêter parce qu'il nous reste 10 minutes en tout cas pour tout. Alors j'arrête sur cette phrase, mais vous voyez l'opposition qu'il y a au déremboursement total de l'optique, alors même que l'assurance maladie obligatoire n'en rembourse rien, ce qui montre bien que nous avons du mal collectivement. Monsieur Sénégo et après Madame Manchant. Allez. Alors, pour faire très vite, d'abord par rapport, juste une toute petite remarque du coup, par rapport à Dominique Pont, il fait un travail absolument extraordinaire. Et moi, en tant que membre de l'E6, je suis président de l'E6, qui est un syndicat d'entreprises qui équipe les hôpitaux en système d'information. Et membre du Syntec, on le soutient et on l'aide dans le déploiement de sa mission. Voilà. Mais ça, c'était juste une aparté sur ce point-là. Après, ma vision, parce que ça fait un petit moment que je travaille sur les notions de paiement, à travailler en particulier le tiers paiement, pour ma part, il y a un payeur unique, en fait. Ça s'appelle la personne. La personne qui décide ou pas, en fonction de la connaissance ou pas qu'elle a des droits qu'elle a, va mobiliser ses droits pour payer par rapport à son parcours de santé. Et aujourd'hui, on ne donne pas à la personne les moyens de mobiliser l'ensemble des ressources auxquelles elle a droit. Donc ça a été tout le débat autour du tiers payant, c'est finalement de dire, est-ce que c'est plus simple de faire un tiers payant en mettant un payeur unique qui serait pour le coup l'assurance maladie, auquel on rattacherait l'ensemble du savoir-faire pour mobiliser y compris les ressources complémentaires, ou est-ce que
on se concentre autour de la personne pour le coup, parce qu'on laisse exister les organismes existants auxquels tout le monde a cotisé, et finalement on donne à la personne la possibilité de mobiliser les droits. Alors, on ne l'a pas déployé parce qu'on n'est pas allé au bout de la logique informationnelle, mais globalement, on a bien un payeur unique à qui il faut rendre la capacité à utiliser les droits dont il bénéficie et pour lesquels il a cotisé. Donc moi je pense que c'est pas le bon débat, c'est de dire comment est-ce qu'on utilise bien les ressources auxquelles on a droit et comment est-ce qu'on accompagne bien la personne pour l'informer de ses droits et de ce qu'elle a déjà utilisé dans ses droits. C'est pas le sujet du payeur qui me semble le plus simple. Marianne Monchamp. Plusieurs choses sur la question de la bascule entre le complémentaire et le supplémentaire, enfin pour reprendre le schéma de tout à l'heure. Il n'est pas inutile de repartir de la structuration de la réponse que nous devons à nos concitoyens en santé dans son acception large. Parce que sinon on se pose en effet la question de la partition de ce que le futur payeur unique versus le payeur supplémentaire pourrait dealer entre eux, là où au fond on a par essence des besoins différents et complémentaires, réellement complémentaires. Je suis sans doute un peu marquée par les travaux de mon conseil sur la question de l'avancée en âge, mais quand je parle de la composante en 4 grandes fonctionnalités de la réponse que nous devons à l'avancée en âge, parlant du soin, de l'accompagnement, de la réponse en logement et de la réponse présentielle, on voit bien que cette partition entre le payeur principal, si je puis dire, et le supplémentaire peut se faire sur cette base-là. Je n'ai jamais entendu dans la République que la solidarité nationale payait mon loyer. Bon. Et je pense que si nous nous privons de la capacité à engager un débat sur ce qui peut relever de la mutualisation, c'est-à-dire de ce modèle assurantiel genre mutualiste que vous pointez dans votre modèle, versus ce que la solidarité nationale nécessairement doit prendre en charge face au coût du sort contemporain, je dis bien contemporain, je pense que nous passons à côté d'une partie du film. Et de la même manière, si nous n'adressons pas de manière, là encore, si vous voulez, suffisamment intelligible pour nos concitoyens, ce que c'est que cette fonction présentielle qui aujourd'hui est en train de faire exploser notre modèle, tellement elle est sous-évaluée dans la chaîne de la valeur. Vous voyez, dans la constitution même de la tarification de la réponse, on est en train de s'arracher les cheveux pour se trouver des tarification additionnelle pour financer de la coordination, du machin. En réalité, nous avons besoin de temps. Le modèle a besoin de temps, et de temps solvable ou solvabilisé. Donc, je pense que c'est à partir, si vous voulez, d'une réflexion vraiment au fond, centrée sur le besoin de la personne, centrée sur une analyse de bonne foi de la répartition des différentes formes de besoins que nous pouvons arriver à ce résultat. Par ailleurs, la nécessité pour la personne de mobiliser ses droits me semble être non seulement une voie d'avenir, mais en plus une manière de rendre intelligible le système qui s'adresse à elle. Elle doit pouvoir choisir, elle doit pouvoir être acteur. Sans cela, elle ne se dépatouillera jamais de sa pathologie chronique et de son vieillissement. Enfin, je veux dire, c'est pas une crise d'appendicite, c'est pas le machin qu'on vous soigne en loose day, comme ça, avec un coup d'anesthésie, sortez, vous repartez sur vos 2 jambes. Là, on est sur des processus extrêmement longs. Et un exemple que je pointerai pour terminer mon propos, et ça sera le dernier, c'est celui de la question de la mobilisation du patrimoine de la personne. Si la personne a le choix, où est le problème? Je veux transmettre ma maison? Dans ce cas-là, je m'assure. Je décide de mobiliser la valeur de ma maison pour financer ma perte d'autonomie? Où est le problème? Ce que je veux dire, c'est que méfions-nous dans la manière dont nous allons, comment dirais-je, embarquer, vous voyez, les réformes à venir, pourvu qu'elles viennent, sur la question de l'avancée en âge, de ne pas stériliser le débat et de ne pas empêcher ces grandes questions de fond que nos concitoyens sont tout à fait en capacité de comprendre et pour lesquelles je suis persuadée qu'ils ont, alors là, la certitude que leur choix, et c'est sans doute cela la nouvelle acception de la démocratie en santé, que leur choix est incontournable. Demain, on ne pourra pas faire l'impasse sur cette dimension du choix. Un dernier mot, parce que là on est hors délai déjà depuis très longtemps. Allons-y. Oui, alors, moi je partage tout ce qui a été dit, je m'y retrouve parfaitement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors oui, il faut organiser, il faut fédérer,
encore une fois, autour du territoire de santé, c'est aussi un lieu de prévention, il ne faut pas l'oublier. Ce sera aussi le moyen de donner des lettres de noblesse à la prévention, ce qu'on n'a jamais fait dans notre système de santé. On a construit, on a voulu un système de santé curatif, on a eu un système de santé curatif, on n'a jamais eu un système préventif. Les meilleures années, la prévention, ça a représenté 2,3% des sommes en jeu. Donc on a un véritable effort à faire par rapport à ça. Comment expliquer qu'on soit si en retard, entre guillemets, par rapport à d'autres pays européens, comme la Suède par exemple, qui travaillent énormément sur ces questions de prévention. D'ailleurs, pour citer l'exemple suédois, ils ont vraiment développé la décentralisation à outrance, puisqu'ils ont transféré du niveau régional, et pourtant c'est un petit pays, dans lequel il y a 20 plus une région, 21 régions on va dire, ils ont transféré du niveau régional plus de 20% des dépenses de santé au niveau des municipalités. Donc le territoire devient la municipalité, notamment pour la prise en charge du vieillissement et du handicap associé à la dépendance. Donc là, il y a aussi un exemple à méditer. Je ne sais pas s'il est à suivre, mais il est en tout cas à méditer. Et la voie du territoire de santé reste aussi le moyen de retrouver des lettres de noblesse pour la prévention.